Ok, eh bien bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui s'appelle S-Lint et juste avant quand même, je vais me présenter. Donc je m'appelle Edouard Marquez et je suis freelance où je fais de l'Android et du Flutter. Je donne aussi des cours, des formations. En l'occurrence, je suis freelance principalement avec une asso qui s'appelle Open Food Facts. Donc si vous ne connaissez pas, généralement ce qu'on a tendance à dire, c'est que c'est le Wikipédia de la bouffe, pour la faire simple, ou alors c'est Yuka, mais en version mieux. Parce que Yuka était basé dessus initialement. Sinon, j'ai une chaîne aussi où je publie tous les jours des vidéos, à peu près tous les jours en ce moment d'ailleurs. Et on en faisait une pas plus tard qu'il y a 10 minutes. Donc, c'est tout frais. Et c'est tout noir. Ok, donc je touche à rien. Bah, du moins, ok. Ok. Donc en fait, il ne faut pas que je bouge. Juste je teste. Non, ça a l'air de marcher. Ok, donc ça marche. Donc pour vous expliquer, en fait, c'est la troisième année consécutive que je fais un talk. Et donc la première année, vous allez voir le gros succès que j'ai. Donc la première année, j'ai parlé de .NET MAUI. .NET MAUI, c'est le successeur de Xamarin, parce que Xamarin Forms va être déprécié au mois de mai. Et vu le succès de .NET MAUI 2 ans après, on peut dire que c'est pas trop un succès. L'année dernière, j'ai parlé de Tori, où ils annonçaient en 2022 que le support du mobile allait arriver. Juste pour info, Tori, c'est pour faire l'équivalent d'Electron, c'est-à-dire des applications desktop cross-platform, sauf que c'est du Rust à la place, alors que Electron, c'est du JS. Et donc, nous sommes en avril 2024, et donc, Tori n'est toujours pas instable sur la partie mobile. Donc vous voyez, j'ai du gros succès. Donc le principe, c'est qu'on va voir si cette année, j'ai un peu plus de succès. En vrai, on a une version stable, donc pour le coup, au moins, il y a ça. En l'occurrence, si je prends ces trois sujets-là, vous voyez que tous, en fait, ont la thématique du cross-platform. Alors en vrai, j'ai pas vraiment trouvé de chiffres sur cet aspect cross-platform. Simplement, en regardant les recherches sur Google, vous voyez que finalement, ça correspond un peu à la réalité, ou aussi quand on s'est un peu intéressé à la chose. Finalement, un peu à la fin des années 2010, c'est à peu près là où ça a commencé à vraiment prendre forme. Ensuite, bon, quels sont les types qu'il peut y avoir en termes de multiplateformes? Ça peut être des web apps, ça peut être hybride façon React, ça peut être du native, voilà, il en existe plusieurs. Mais ensuite, ce qu'il peut aussi y avoir, donc d'un côté c'est le comment, et ensuite c'est sur quoi. Donc ça peut tourner sur du web, généralement du desktop et du mobile, ça c'est à peu près tout le monde. Sauf que, en fait, quand on se pose la question, en fait, il manque quand même quelque chose dans ces plateformes supportées. Et en l'occurrence, c'est la partie embarquée. Parce que l'embarqué, c'est la même chose. Il existe tout un tas de cartes possibles et imaginables, tout un tas d'IoT que vous pouvez faire. Et donc là aussi, il peut se poser la question de se dire, tiens, j'ai peut-être envie de mutualiser, en tout cas, ce que je fais sur la partie graphique. Aujourd'hui, quand on se parle d'embarqué, est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qui, en fait, pile poil correspond à tout ça? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une techno qui fait déjà tout ça? Alors Flutter, c'est pas mal faux sur le web et très faux sur l'embarqué, si je me permets, parce que ça marche pas très très bien. Ça utilise du C++? Non, il n'y a personne. En l'occurrence, tout simplement du Qt. Qt, ça marche sur le desktop, par exemple, il y a KDE, ça marche sur Android. Alors, Android iOS, en vrai, il y a très peu d'applications avec quand même. Ça marche aussi en web. Ça, pour le coup, j'avoue, j'en ai jamais vu. Sinon, en fait, tout ce qui est embarqué, typiquement, le dernier exemple en date, en ce moment, en fait, la mode, c'est que tout ce qui est équipementier, tout ça, ils aient Android Auto ou des choses comme ça. Mercedes, ils ont dit qu'eux, ils faisaient la leur, et en l'occurrence, ça utilise Qt. Donc voilà, déjà, il y a ça qui existe. Et en l'occurrence, vous voyez que quand on parle uniquement d'embarqué, c'est compatible avec plein de choses. Et donc, en l'occurrence, quand on regarde Qt, quel langage on peut utiliser avec? Donc, soit on peut faire du Python, soit du C++, en tout cas ça de manière officielle. Et vous voyez que donc il y a ces langages, et à côté il y a un truc qui s'appelle le QML. L'idée du QML, c'est tout simplement de faire son interface graphique, donc d'avoir d'un côté la logique et de l'autre côté l'interface graphique. Rapide, si on regarde à quoi ça ressemble, c'est de la déclarative UI que tout le monde serait capable de faire. Donc voilà, ça en gros c'est Qt. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai passé du temps à vous expliquer Qt? Parce que tout simplement, les gens qui ont fait S-Lint, ils faisaient du Qt avant et tout est quand même pas mal inspiré.
Et donc, avant même de se parler de S-Lint, donc ça date de 2020, et initialement, ça s'appelait 60 FPS. Donc, si on regarde plus précisément, au début, ils disaient qu'ils étaient compatibles desktop et la partie embarquée. En fait, c'est vraiment ça, finalement, ça correspond pile poil finalement à ce que fait Qt principalement. Et vous voyez que eux, par contre, la grosse particularité, c'est qu'ils font du Rust, et également, il y a du C++ et du JavaScript, oui, qui est supporté. J'avais un doute tout à coup, mais non, c'est bien ça. Donc ça a commencé en 2020, où à l'époque de cette annonce, c'était quand même quelque chose d'assez expérimental. Il faudra attendre 2021 pour avoir de passer de ce qu'ils appelaient le lab mode au development mode, avec une 0.1. Puis, une année plus tard, en fait, 60 FPS, c'était pas un nom terrible, parce que les gens se sont dit, 60 FPS, ça veut dire que vos applications sont limitées à 60 FPS ou pas? Et donc, du coup, ils se sont dit, on va s'appeler autrement, on va s'appeler S-Lint. Et du coup, 2023, c'est la date de la première version stable, et ensuite, il y en a un certain nombre qui se sont enchaînés. Et donc là, si on regarde à peu près depuis le début ce que je vous ai raconté, donc on est desktop et embarqué, mais il n'y a pas du tout de mobile, ou alors vous êtes fait avoir sur ce truc-là. Et donc en réalité, depuis le mois de novembre, ils supportent ils commencent le support du portage sur Android, et ça marche avec un truc, ça a été financé avec quelque chose qui s'appelle NLNet. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Grosso modo, moi j'en ai l'habitude parce que je participe à un projet qui s'appelle Open Food Facts. En gros, NLNet, c'est une entité européenne qui vient aider à financer des projets, pas forcément. Non, c'est mieux. C'est open source ces projets-là. Donc ici, ça marche bien avec moi aussi mon projet. Donc voilà. Si vous rencontrez NLNet, typiquement, il n'y a pas longtemps, il y avait un NLNet mobile qui était fait. Ça s'est arrêté il n'y a pas longtemps. Mais voilà. Pour info, si vous voyez le nom, ça correspond à ça. Donc depuis le mois de novembre, ils ont commencé à faire un portage, d'où le fait que j'ai justement j'ai postulé pour du coup avec cette session. En même temps que S-Lint 1.3, ils ont aussi commencé à montrer des applications beaucoup plus poussées, et vous voyez que visuellement parlant, c'est quand même pas dégueulasse, c'est plutôt pas mal avancé. Et ensuite, donc sur la partie Android, ce qui est marrant à lire, c'est donc au début, je vous ai dit que j'ai fait du Tori, et que Tori, en fait, ça se disait être du Rust pour faire du mobile, mais sauf que, comme je vous ai dit, c'est toujours pas disponible. Et donc, le petit troll qui est glissé sur le site, c'est qu'ils sont les seuls à faire du Rust pour du mobile. Donc voilà, entre eux, ils se fight un tout petit peu. Il y a une petite banane sous le pied. En tout cas, si je regarde le support aujourd'hui, donc l'embarqué, c'est clairement la partie la plus avancée de leur côté. Et le desktop, voilà, c'est à peu près les deux équivalents, mais ils insistent pas mal sur l'embarqué. Donc ici, vous avez un certain nombre de trucs qui sont supportés. Et, pardon, voilà, c'est plutôt ce slide-là en réalité. Donc vous voyez, je pense que c'est aussi non exhaustif en termes de cartes supportées, mais voilà, en tout cas, ça marche pas mal. Et c'est vraiment leur business, sachant que eux disent que leur framework peut tourner sur 300 kg de RAM, donc ce qui n'est pas grand-chose. Et donc, pour de l'IoT, forcément, ça marche plutôt pas mal. Si je reviens aux autres choses qui sont supportées, on a la partie web, mais qui, à peu près comme tous les autres frameworks cross-platform, sont en train de faire du WebAssembly. Le WebAssembly étant en train de bouger pas mal côté navigateur, ils sont tous un peu en bêta, en expérimental. Donc ça, c'est à peu près comme tous les autres. Et donc sur la partie mobile, l'idée, c'est que ils ont financé la partie Android qu'ils sont en train de développer, et ensuite, ils ne commenceront la partie iOS que quand la version Android sera finie, histoire en fait que Android fasse un peu Android est le cobaye, un peu si je caricature. Et d'ailleurs, si vous allez sur leur site, vous voyez que en fait, aujourd'hui, ils disent juste embarqué et desktop, comme ça, il ajoute safe. Et donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement de voir à quoi ça ressemble. Donc, alors démo, je prends la démo du site parce que j'ai que 20 minutes et je ne veux pas passer mon temps dessus. Donc, en l'occurrence, je vous la montre en version web parce que c'est la plus rapide. Donc, il vous suffit d'aller sur leur site et vous cliquez sur démo. Et ici, vous avez... ah oui, pardon. Alors, je vais faire un truc. On va faire ça. Pardon. Hop. Donc, voilà, ça, vous l'avez sur le site. Je ne le fais pas parce que là, avec l'écran inversé, je vais galérer. Mais si vous faites un clic droit et vous regardez ce que c'est un Canva dessus. C'est pas de l'HTML, des choses comme ça. C'est vraiment tout est dessiné. Donc c'est la même problématique que d'autres frameworks cross-platform. Vous donnez ça à Google, à un moteur de recherche, il ne sait absolument pas faire quelque chose avec. En tout cas, si vous regardez, ça marche bien. Et voilà. Alors leur interface est totalement custom. C'est pour ça que faut pas non plus dire les guidelines, les machins, les trucs.
Ici, c'est vraiment un truc custom. On a l'impression quand même que c'est une interface typiquement pour les voitures ou quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Et des exemples comme ça, vous en avez d'autres. Alors, pour le coup, l'autre, il est très IoT parce que ça ressemble pile poil à ce que pourrait ressembler je sais pas, une imprimante forcément. Donc voilà, et vous voyez que ça marche. Et donc là, je ne vous le montre pas ici, mais ce même code tourne donc sur toutes les plateformes à la fois que je vous ai citées, ça marche sans problème. Donc voilà, l'idée c'est que SLint, c'est bien un code qui s'exécute de partout. Du coup, je reviens ici. Et comment est-ce que ça marche? Parce que voilà, je vous ai blablaté là pendant 10 minutes et vous n'avez toujours rien vu. Dans l'idée, en fait, tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait que Qt, on avait d'un côté ce qui s'appelait le QML et d'autres C++ et Python. Donc là, c'est un peu la même chose, où d'un côté, on va avoir des fichiers de design qui sont en .slint. Et la particularité de leur truc qui est plutôt pas mal, c'est qu'ils ont un compilateur, et ce compilateur, potentiellement, il est capable de faire des optimisations. Si vous codez mal votre interface, il donne des exemples où, par exemple, on met une image et on met du texte par-dessus. Pour gagner du temps, le compilateur, il va directement faire un seul widget à la place de ces deux. Il va arriver à faire ce genre d'optimisation, donc forcément, ce sera un peu plus performant. Tout ça est donné à votre application, et de l'autre côté, on a donc C++, Rust et JavaScript, sachant que depuis l'idée, il y a aussi du Python qui a été rajouté de manière expérimentale. Donc en fait, comment est-ce que ça marche un peu plus précisément? J'y reviendrai tout à l'heure. Mais en tant que tel, SLint, c'est fait en Rust. Rust, du coup, forcément, ça marche plutôt pas mal avec du C++. Et il se trouve que pour la partie JavaScript, elle est gratuite, entre guillemets, parce qu'il existe, alors je ne sais plus le nom de la bibliothèque de tête, mais il y a un truc qui fait Rust vers JS, plus ou moins automatiquement. Donc ils l'ont eu gratuit. Donc ça, c'est juste pour info, donc pour la partie du code. Si je reviens à l'interface graphique, vous avez un SLintPad qui vous permet dans votre navigateur de tester un peu toutes ces choses-là. Et sinon, vous avez aussi une extension VS Code qui permet de le faire automatiquement, et sachant que le drag and drop marche, et ce qui est plutôt sympa. Ce qu'il faut savoir, c'est que leur système est relativement générique. Donc aujourd'hui, ça marche sur VS Code, mais on pourrait imaginer des extensions sur tout ce qu'on veut. Du coup, gros mystère, à quoi ça ressemble? Et donc ça ressemble à ça. Alors ma capture d'écran n'était pas terrible parce qu'en fond noir écrit, du moins en fond gris foncé sur du noir on voit rien. Mais en l'occurrence on voit qu'on a bien un rectangle vert avec écrit le texte Hello et Word au-dessus. On ne le voit pas beaucoup mais il y est bien. Et donc ici le petit truc qui m'a fait un peu tiquer sur ce truc-là, c'est de se dire, donc on a un langage qui fait mon interface, et on a ma logique métier de l'autre. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour animer mon interface graphique? Parce que forcément, il y a besoin d'un état, des choses comme ça. Et donc, en fait, ils ont la même chose. Ils ont développé leur propre truc, qui donc, voilà, c'est des fichiers en .slint. Donc ici, alors je n'ai pas la démo, mais en gros, c'est un bouton. Et à chaque fois qu'on va cliquer sur ce bouton, il va changer donc active, active over et inactive. Il va passer de l'un à l'autre. Voilà. Donc avec ce code-là, quand on y arrive, c'est un peu déroutant à lire, mais parce que voilà, quand on clique, voilà, ça change la propriété active qui elle-même a des states. Voilà. Après, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas? Ça, je vous laisse voir. Donc voilà, d'une manière générale, ça, c'est comme tout, il faut s'y faire. Voilà, je vais pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe. Par contre, il y a quelque chose que je voulais quand même passer un peu de temps dessus, c'est de se dire, donc la particularité de SLint, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'était que donc c'était sur un canevas. Donc forcément, c'est eux qui dessinent tout. Et donc, pour faire du Flutter, je sais que Flutter, ils nous rabattent les oreilles en disant nous, on a pris des caméras pour être sûr à la frame près d'avoir copié ce que fait iOS. Là-dessus, il faut dire que, donc je vous ai mis la démo matérielle. Ah, ça ne veut pas charger. Ah, la démo matérielle. Et en fait, si vous êtes habitué à avoir du matériel, vous allez dire il y a des trucs qui bougent, mais qui sont pas tout à fait comme j'ai l'habitude de le voir en matériel. En fait, on voit que c'est pas tout à fait la même chose. On n'aurait pas, je sais pas, par exemple, ça, on l'aurait pas la scroll bar sur du matériel. Donc en fait, donc on a à dispo matériel. Cupertino, Cosmic, c'est que je me trompe pas, c'est ce qui est sur Linux généralement, et Fluent, donc ce que vous avez sur Windows. Bon, la connexion est pas terrible, mais voilà, en gros, vous allez retrouver tout. Moi, je trouve que juste si vous êtes pointilleux sur cette partie graphique,
ouais, c'est pas terrible. Après, sur de l'embarqué, est-ce que généralement le truc est suffisamment performant pour avoir des animations dans tous les sens? Pas sûr. Donc, voilà, ça c'est sur la partie graphique, où donc si on schématise, vous avez votre propre langage de fichier, c'est de la déclarative UI, et déclarative UI, on fait un peu tout ce qu'on veut. Et donc là, la première question qui se pose, c'est finalement comment est-ce qu'on fait le lien entre donc cette interface graphique avec le code. Donc ici, je vous donne un exemple, et donc là, vous voyez que quand on clique, on fait à un moment donné route.checkIfPairSolved. Parce que dans leur, si ça vous intéresse de voir après, ils ont un petit jeu, et donc là en gros, ça demande à la logique est-ce que le jeu c'est bon ou pas. Et donc en fait, dans la partie en Rust, tout simplement, en fait, on va déclarer cette méthode et dans laquelle on va faire tout ce qu'on veut. Et bien évidemment, l'idée c'est que les deux vont fonctionner dans les deux sens. C'est-à-dire que la UI appelle le code qui peut aussi mettre à jour l'interface graphique. Voilà, je ne vous le montre pas nécessairement précisément ici, mais tout ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, dans l'idée, vu que j'avais que 20 minutes, l'idée c'était juste principalement de vous montrer en quoi c'est différent, parce que très clairement, par rapport aux autres toolkits pour faire du multiplateforme, généralement l'embarqué, ils n'en ont rien à secouer. Je prenais l'exemple de Flutter, parce que Flutter, ils disent on est embarqué, ils ont mis une démo une fois, ils n'en ont plus jamais reparlé. Donc c'est pour ça que eux, en fait, ils ont commencé par l'embarquer et ils font le chemin inverse par rapport aux autres. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant de passer par eux. Et donc, vous voyez que ici, l'interface graphique que j'ai montré tout à l'heure. Par contre, alors si ça arrêtait de bouger dans tous les sens, ce serait pratique. Mais vous voyez que malgré tout, on est capable de faire des interfaces graphiques qui sont quand même pas mal poussées et ça va en termes de performance, c'est pas mal. Donc, pour ce qui est du coup de la partie Android. Aujourd'hui, ça fonctionne. Alors, j'ai pas pris de capture d'écran, mais grosso modo, dans les grandes lignes, ça marche. C'est juste que c'est pas implémenté en totalité, parce que comme je vous ai dit, ça a commencé en novembre. Donc, l'essentiel marche, mais il y a encore une to-do list pour arriver à faire le 100%. Et donc, l'iOS ne sera supporté qu'une fois que cette to-do list sera terminée. Par contre, il y a aussi une petite particularité, et moi qui m'a un peu étonné, parce que je ne suis pas habitué à voir ça. Et en fait, c'est vraiment un peu particulier à même Qt et toutes ces choses-là. Et en fait, parfois, j'ai l'impression d'avoir un peu un copier-coller. Et donc, quand on fait du SLint, il faut aussi se poser la question de potentiellement combien ça va me coûter. Parce qu'on n'est pas habitué généralement à faire ça. Donc, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez plusieurs types de licences. Pour la faire simple, si vous dites mon code est compatible GPL3, c'est gratuit, vous faites tout ce que vous voulez. Par contre, vous pouvez dire je ne veux pas que mon code n'ait pas GPL3. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir droit à ce qu'ils appellent une royalty-free, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bref, un truc qui commence par royalty-free. Et donc, en fonction de la taille de votre entreprise, des choses comme ça, ça va coûter plus ou moins cher, sachant que malgré tout, si donc votre code n'est pas open source, vous voyez que vous êtes obligé de mettre une attribution. En vrai, je pense qu'ils ne le vérifient pas, mais ouais, c'est à savoir. Donc ça, grosso modo, si je remonte sur le slide d'avant, donc ça c'est plutôt web, mobile, desktop. Par contre, vous voyez, la partie embarquée, elle ne fait pas partie de ce truc-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la partie embarquée, forcément, elle est payante. Donc après, il faut dire que dans la vraie vie, est-ce qu'on fait on développe jamais pour un seul device, on va développer pour une flotte, donc on va se dire qu'on est plutôt sur une boîte, donc je pense que c'est plutôt pour ça qu'ils sont sur ce modèle-là. Mais voilà, moi en tout cas ça m'a étonné un tout petit peu, et donc bon après en termes de tarifs, j'en sais rien si c'est cher ou pas cher, mais c'était simplement pour vous dire que en fait tout ce que je viens de vous montrer, si je devais un peu le caricaturer, SLint, c'est en fait Qt qui a été fait, vous inquiétez pas, j'ai fini, c'est mon dernier mot. J'allais dire Jean-Pierre, mais vous appelez pas Jean-Pierre. C'est la même chose, en gros c'est Qt de manière moderne et en Rust, si je vous le dis autrement. Sachant que donc la partie mobile arrive, mais elle est encore en cours, sachant que contrairement à Tori, il y a des vrais trucs qui se passent. Voilà, donc c'était juste pour terminer là-dessus, et donc j'ai fini. Merci à vous tous. Éventuellement, si vous avez des questions, je sais pas si